Épisode Focus. Bienvenue dans Médecin qui es-tu, le podcast qui vous plonge dans l'univers captivant du monde médical. Chaque épisode vous offre un regard intime sur la vie des médecins, leurs défis dans le monde professionnel et leurs passions en dehors des salles de consultation. Je m'appelle Maxime Garcia, bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médecin qui es-tu, un épisode focus aujourd'hui sur l'intolérance au gluten chez l'enfant. On fait ça avec le docteur Sophie Dubedou. Salut Sophie. Bonjour Maxime. Tu es gastro-pédiatre au sein de la clinique Rive Gauche à Toulouse. Et aujourd'hui, on va discuter de quelque chose d'un peu flou, difficile à décrire, difficile à comprendre, mais pour autant très médiatisé, qui est donc l'intolérance au gluten chez l'enfant. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà les symptômes pour savoir à quoi ressemble un symptôme d'un enfant qui est probablement intolérant au gluten ? Alors, l'intolérance au gluten, ça va se manifester chez l'enfant. Le cas, on va dire, clinique le plus typique, c'est l'enfant qui, au moment de l'introduction du gluten, se met à avoir des troubles digestifs. Donc, la plupart du temps, au moment de la diversification, en fait, quand les enfants, on commence à leur donner des pâtes ou du pain, donc autour de 7, 8, 9 mois. Et là, ils vont avoir ballonnement abdominal, diarrhée, perte de poids, donc infléchissement de la courbe. Ça, c'est vraiment le cas clinique. Mais la maladie cœliaque ou intolérance au gluten peut se manifester à tous les âges de la vie. Et chez le plus grand, ça peut aussi se manifester par de la constipation ou de la diarrhée, par des douleurs abdominales, par des troubles cutanés. En fait, il y a une présentation assez polymorphe de cette pathologie et c'est ce qui rend parfois son diagnostic difficile. D'accord. Tu as déjà donné un terme supplémentaire à l'intolérance au gluten, c'est la maladie cœliaque qui, je pense, ça aussi amène le doute ou l'incertitude parce que les deux termes sont évoqués et donc parfois on pense que c'est deux choses différentes. Qu'est-ce qui contient du gluten dans les aliments puisque on introduit le gluten, tu l'as dit, lors de la diversification. Qu'est-ce qui va contenir du gluten ? Alors, en fait, le gluten, c'est en fait une fraction protéique de la farine du blé. Donc, on peut le trouver dans le blé, dans le seigle et dans l'orge, principalement. Moi, j'ai ma moyenne mémotechnique, c'était le boss. Sabot. Ou sabot. Ok. Avant, c'était sabot parce qu'il y avait aussi l'avoine, mais en fait, il y en a, maintenant, l'avoine, il faut vérifier vraiment la constitution, mais a priori, on ne trouve pas de gluten dans l'avoine. D'accord. C'est sans doute le médecin généraliste qui va être en premier rang de tout ça. On parle beaucoup d'allergie ou d'intolérance. Est-ce que déjà on peut faire un point pour les médecins généralistes et pour les parents qui nous écoutent ? C'est une intolérance ou une allergie ? Alors en fait, normalement, le diagnostic d'allergie, on l'emploie plutôt pour ce qu'on appelle les allergies IgE médiées, qui sont plus connus, c'est-à-dire vous allez manger un aliment et là assez rapidement vous allez avoir une manifestation allergique, donc soit au niveau cutané vous allez avoir de l'urticaire, soit au niveau respiratoire, difficulté respiratoire, œdème de Quincke, ou au niveau digestif, c'est des manifestations assez bruyantes type vomissement, diarrhée. Ça va être vraiment ce qu'on appelle l'allergie, c'est-à-dire on mange un aliment, on a une réaction rapide après l'ingestion. Et qui, elle, peut être dangereuse, notamment. Voilà, exactement. Et ça, souvent, c'est des allergies qu'on appelle IgE médiées. C'est un type d'anticorps. C'est un type d'anticorps qu'on va produire face à l'ingestion. On peut être allergique au gluten et c'est l'allergie au gluten. Et quand on le mange, rapidement, on a des manifestations allergiques. Ok. Et donc, il y a l'intolérance qui, pour le coup, d'après ce que je comprends, est bien plus représentée que la vraie allergie. Oui. Ok. Le médecin généraliste, pour revenir à lui, c'est lui qui va recueillir les enfants. Donc les symptômes, tu les as donnés tout à l'heure, tu peux les répéter. Est-ce qu'ils s'inscrivent du coup, la vraie différence avec d'autres troubles gastro-intestinaux, c'est que ces symptômes s'inscrivent dans le temps en fait. Alors oui, mais en fait, souvent, la différence, c'est souvent qu'il va y avoir une altération. En tout cas, si on tarde un peu de la croissance, souvent il y a altération de la croissance saturopondérale, donc soit d'abord un retentissement sur le poids, puis sur la taille. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir des courbes de croissance bien tenues et régulièrement prises parce que on va vraiment se rendre compte que tiens, c'est bizarre, il a pas grossi depuis longtemps ou il a pas grandi suffisamment, il suit pas sa courbe. Et oui, des troubles digestifs qui persistent, parfois, la plupart du temps associés à des troubles du transit à type de diarrhée, mais pas toujours. Et des selles parfois un peu décolorées. Les parents décrivent vraiment des selles bouseuses particulières, mais il peut y avoir aussi des enfants qui se manifestent, chez qui ça se manifeste par la constipation, donc c'est pas toujours... D'accord.
Est-ce que le médecin généraliste, qu'est-ce qu'il a à faire dans un premier temps? Quels sont les premiers bilans à réaliser? Alors, la première chose à faire, c'est faire une NUM avec une ferritine, parce que ça fait partie du bilan de base et que souvent il y a une anémie. Il peut y avoir une anémie avec carence martiale, mais le diagnostic, il est posé par la positivité des IgA antitransglutaminase. Et pour pouvoir interpréter le dosage des IgA antitransglutaminase, il faut s'assurer que l'enfant n'a pas un déficit en IgA, parce que ça c'est une pathologie assez fréquente dans la population générale. Donc il faut avoir un dosage des IgA total qui est normal. En fait, dans ton bilan, tu mets dosage des IgA total et des IgA antitransglutaminase. Ok. Ça c'est le médecin généraliste qui le fait? Oui. Enfin, en tout cas, le médecin généraliste peut le faire, bien sûr. D'accord. Et donc, toi, dans quel contexte tu reçois ces patients? Quand le bilan initial est positif, par exemple? Quand les IgA antitransglutaminase sont positives. D'accord. Oui. De là, quelle est la conduite à tenir? Qu'est-ce qui va survenir? Alors, pendant longtemps, une fois qu'on avait des IgA antitransglutaminase positives, on faisait une endoscopie digestive pour confirmer le diagnostic. Endoscopie digestive, donc fibroscopie. Par les voies naturelles, en passant par la bouche. On va jusqu'à l'intestin, au début de l'intestin grêle. Et là, on fait des biopsies intestinales au niveau du duodénum, la première partie de l'intestin grêle. Tu peux juste raconter comment ça se passe pour l'enfant, parce que ça peut inquiéter. Alors, globalement, c'est un acte qui se fait en ambulatoire. Donc, les enfants, ils arrivent le matin à jeun, ils viennent au bloc opératoire, ils sont endormis par nos gentils anesthésistes. Nous, à la clinique, ils sont pas intubés, c'est-à-dire qu'ils sont profondément endormis, mais ils respirent tout seuls. D'accord. Et on passe notre endoscope par la bouche, on avance dans l'œsophage, on arrive dans l'estomac, on va on passe le pylore pour arriver jusqu'à l'intestin. Et là, on fait des biopsies. Au moins 8 biopsies à différents endroits du duodénum. Et ensuite, on envoie nos biopsies à l'anapathe. Et là, les anatomopathologistes nous répondent... Donc, analyse du tissu prélevé. Voilà, nous répondent qu'il y a des signes en faveur de maladie cœliaque, à savoir une atrophie villositaire. Donc, les normalement, notre intestin, là, faut comparer ça à une grosse moquette bien moelleuse. C'est-à-dire que les surfaces, c'est des belles villosités bien épaisse et bien longue. Et dans la maladie cœliaque, on a une atrophie villositaire, donc on n'a plus de villosité en fait, et on a aussi une inflammation sous la moquette. Il y a des lymphocytes qui se mettent, il y a une augmentation de la lymphocyte. Tout ça est observé donc à l'analyse du prélèvement. Exactement. Est-ce que l'enfant se réveille douloureux? Pas du tout. Pas du tout. Non. L'enfant se réveille souvent très content. Il a adoré ce moment et il veut recommencer la plupart du temps. Non, en vrai, souvent ils sont, enfin, je veux dire, ils gardent pas du tout un mauvais souvenir. Ça, c'était avant. C'est-à-dire que maintenant, on ne fait plus. En fait, maintenant, il y a des recommandations européennes qui nous disent que si on a des anticorps antitransglutaminase qui sont supérieurs à 10 fois la normale et on dose, en fait, on fait toujours un contrôle, on dose aussi les anticorps anti-endomysium, qui sont les IgA anti-endomysium. Si on a des IgA anti-endomysium positifs et des IgA antitransglutaminase supérieurs à 10 fois la normale, on ne fait plus l'endoscopie en systématique, exactement, parce que, en fait, on est sûr de notre anapathe, donc maintenant, on ne fait plus systématiquement en pédiatrie. Il n'est plus recommandé de faire l'endoscopie. Donc, on ne le fait que si on a des anticorps qui sont faiblement positifs et qui sont pas... Donc, que ce soit un diagnostic biologique ou anatomopathologique après les prélèvements, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on pose le diagnostic, donc c'est assez compliqué parce que, on explique aux parents que leur enfant a une maladie cœliaque égale intolérance au gluten, parce que c'est la même chose. Et donc, l'idée, c'est mettre en place un régime sans gluten à vie. Ok, ça me fait dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'abstiennent de manger du gluten parce qu'ils se pensent intolérants, sauf que parfois on fait des explorations et on se rend compte qu'il n'y a pas d'auto-anticorps, ou d'anticorps, c'est pas des auto-anticorps d'ailleurs, c'est des anticorps tout court, sauf que ça va négativer les bilans parce qu'ils se sont privés de gluten et que donc ces anticorps disparaissent puisqu'il n'y a plus l'antigène. Ok. Tout à fait. Donc c'est pas une conduite à tenir. Alors, en fait, il vaut mieux s'assurer. En fait, il y a aussi une autre tranche qui est l'intolérance au gluten non cœliaque. Donc, en fait, dans les troubles fonctionnels intestinaux, donc il y a des gens qui ont des douleurs abdominales, qui n'ont pas de maladie cœliaque, mais en fait, qui, quand ils arrêtent de manger du gluten, en fait, ils se sentent mieux parce que le gluten, c'est assez riche aussi en FODMAPs, en sucre fermenté cible, et parfois c'est pas très facile à digérer. Et il y a des gens qui ont des troubles digestifs fonctionnels et qui se sentent mieux quand ils arrêtent de manger du gluten. Ça, c'est explorable ou c'est juste par un diagnostic d'élimination? C'est empirique, exactement. Donc,
En gros, nous, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire aux parents, écoutez, pour l'instant, si on suspecte ça, on va dire, vous continuez à donner du gluten à vos enfants, on fait quand même les bilans. Là, ça nous permet de dire, oui, il a une maladie cœliaque, non, il en a pas. Et s'il en a pas et que les parents nous disent, mais quand même, moi, j'ai envie de tenter, on dit, bah, bien sûr, ok. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon attitude. On peut essayer de faire 1 mois sans gluten. Et à l'issue de ces 1 mois, on voit comment se sent l'enfant. Est-ce qu'il se sent vraiment, sa vie est transformée, il a plus mal au ventre, etc. ou pas. Et souvent, en fait, dans la maladie cœliaque, on est très, très catégorique et il faut un régime sans gluten strict. C'est-à-dire que aucune erreur, du gluten. Non, aucune erreur n'est tolérée. Il faut pas faire d'écart parce qu'on sait que le moindre écart va entraîner une altération de notre muqueuse intestinale et des risques de malabsorption, de retentissement sur la croissance, etc. Donc, surtout dans la période de croissance, on veut pas d'écart. Donc, il y a une énorme éducation thérapeutique auprès des enfants et de leur famille. Exactement. C'est sans doute difficile d'expliquer, difficile. Il y a beaucoup de choses à dire et notamment une liste, je pense, de l'ensemble des aliments qui contiennent le gluten. Tout à fait. Ça, souvent, on se fait aider des diététiciennes pour mettre en place les régimes. Mais c'est sûr que en soi, c'est pas une maladie grave parce que les enfants, ils risquent, s'ils font le régime, ils vont bien grandir, bien grossir et tout va bien se passer. Mais ça modifie totalement le quotidien des familles. C'est-à-dire qu'il faut plus couper le pain au milieu de la table avec des miettes qui risquent de contaminer l'assiette de l'enfant. Il faut faire attention quand on utilise la passoire, quand on met les pâtes avec du gluten et si lui, on lui fait des pâtes sans gluten. Faire attention quand on va chez les copains, quand on va chez les grands-parents, quand... un impact sur la qualité de vie et le quotidien, oui, il y a un énorme impact. Pour l'école, on met en place des PAI pour la cantine, s'ils veulent partir en colonie de vacances, s'ils veulent partir en classe verte. C'est le protocole d'accueil individualisé. En fait, tous les enfants qui ont des allergies ou une adaptation, en tout cas, de la scolarité, c'est un document qu'on va remettre à l'école pour adapter le quotidien à l'école. Ok, très clair. Donc, le traitement passe évidemment par cette éviction. Est-ce qu'il y a d'autres traitements ? Non. Des traitements médicamenteux notamment ? Non, pour l'instant, il y a des études en cours, mais on n'a aucun traitement. Le traitement, c'est le régime. L'évolution naturelle de l'intolérance, elle est permanente et à vie ? A priori, oui. Alors, il y a des histoires d'adultes qui ont pu réintroduire, mais globalement, ça reste anecdotique. Et oui, c'est une maladie dysimmunitaire qu'on a jusqu'à la fin de sa vie. Ce sont des patients qui, une fois l'éviction réalisée, vont bien. Tout à fait. Parfait. Sophie, merci beaucoup, c'était très clair. Et puis peut-être à bientôt pour de nouveaux épisodes concernant la gastropédiatrie. Merci Sophie. Voilà, c'était un épisode de Médecin qui es-tu. Merci d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite clochette. Comme ça, vous serez averti de la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt.